Bien, écoutez, on va commencer avec quelques minutes de décalage de notre réunion. Donc, deux mots à titre général, hein, dans l'ensemble, vous connaissez un petit peu l'EEP, je pense, mais bien sûr, pourquoi on s'intéresse à l'intercompréhension? Je voudrais simplement dire que la question de l'intercompréhension, on l'a traité quasiment à chaque fois qu'on a réalisé, qu'on a tenu les assises européennes sur le linguisme. Donc il y avait déjà des communications sur l'intercompréhension en 2005 à Paris, et il y en avait encore à Bruxelles en 2016, où par exemple l'OIF avait fait une présentation d'un CLOM, d'un cours en fait massif et ouvert, portant sur une réalisation de l'EIF. Bon. C'est un sujet qui nous interpelle parce qu'effectivement on avait constaté que les recherches dans le domaine sont déjà maintenant relativement anciennes, et que on ne voit pas encore d'une manière très claire quels sont les réels débouchés, à la fois dans le domaine de l'éducation. Je ne dis pas qu'on ne voit pas les débouchés techniques, mais en termes de réalisation, de concrétisation, on ne voit pas trop comment on arrive à des évolutions au niveau de l'enseignement, que ce soit l'enseignement en formation initiale, ou que ce soit de la formation continue. Pour les adultes. Donc ça, c'est une chose qui nous interpelle, et d'ailleurs la même interrogation, on peut l'élargir, mais on a pu cibler sur l'intercompréhension, c'est en matière d'éducation plurilingue, dite plurilingue et interculturelle. C'est le CECRL, qui est en fait a fondé le concept en fait d'enseignement d'éducation plurilingue et interculturelle. Mais l'histoire a voulu que, en fait, ce qui a été véritablement appliqué et développé dans la réalité du CECRL, c'est surtout les fonctions de certification, de comparaison en fait des niveaux en langue, en fait, dans les différentes compétences, et les certifications qui accompagnent ce type d'évaluation. En revanche, tout le volet culturel, tout le volet, disons, de conception de didactique intégrée, d'intercompréhension de langues, etc., sont restés très largement dans le monde. Et d'ailleurs, si vous lisez un des articles qui sont publiés dans la dernière publication de l'EEP, Plurilinguisme et éducation, il y a une étude très intéressante sur la situation en Allemagne, de manière extrêmement méthodique et quantitative, et qui montre qu'en réalité, il y a des bribes, il y a des petites choses, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, face à cela, vraiment on s'interroge, et donc, je vais vous la présenter, elle est là, et donc Véronique Forman, qui m'a poussé à faire cette réunion, parce qu'elle est très partisante, elle est très volontaire dans ce domaine-là, et elle m'a convaincu que c'était une chose tout à fait utile à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué que c'était une réunion qui est en fait co-organisée par l'EEP et par l'association des secrétaires, qui est le DLF Bruxelles. Donc, c'est Défense de la langue française Bruxelles. Voilà. Mais enfin bon, c'est quand même, il y a quelques liens quand même avec des France quand même, c'est pas complètement, ce ne sont pas des mondes à part. Voilà. Donc, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et, bon, je dirais que tout le monde, enfin, on est à peu près convaincu de l'intérêt de l'intercompréhension. J'ai essayé de systématiser ça un petit peu pour résumer. Bon, à la fois en tant que l'intercompréhension, c'est un moyen d'échange interpersonnel qui peut tout à fait montrer la pertinence. Mais en fait, les recherches ont montré qu'il y avait toute une dimension en réalité pédagogique dans l'intercompréhension, et qu'il y avait beaucoup de choses à gagner d'introduire un certain nombre d'éléments d'intercompréhension dans les formations en langue. Avec ensuite une grande distinction
entre d'une part l'enseignement en langue tel qu'il est conçu de manière classique, hein, et tel que, en fait, il est conçu dans l'optique du CECRL. Hein. Dans la manière classique, on a tendance à considérer les langues, l'enseignement des langues comme des tuyaux bien séparés les uns des autres. Donc, ce qu'on sait dans une langue, c'est évidemment non récupérable et non réutilisable dans une autre. Hein, et donc, les programmes sont eux-mêmes calqués complètement sur ce principe-là. Hein. Bon. À l'opposé, bien sûr, l'intercompréhension, elle a non seulement cette dimension déjà, par définition, déjà plurilingue, au moins bilingue, hein, c'est déjà une dimension qui fait déjà que ça se rattache à l'interculturel et au plurilinguisme. Hein. Mais en plus, il y a une dynamique particulière qui veut dire que dans la progression, en réalité, on mise tout de suite sur ce que l'on sait déjà. Et quand on a déjà commencé cette première marche, on est effectivement mis en confiance, et donc ça a un effet extrêmement dynamique, extrêmement motivant. Et alors le troisième volet, et qui a, je dirais, on est beaucoup plus dans le domaine, mais là je pense que on n'en parlera pas trop, hein, c'est, enfin peut-être que je suis d'ailleurs, hein, c'est l'intérêt, quand on s'appelle l'Observatoire européen du plurilinguisme, c'est aussi qu'on a toujours les yeux rivés sur ce qui se passe dans les institutions européennes à Bruxelles. Hein. Et donc là aussi, on peut faire une opposition entre deux conceptions. Il y a une conception qui s'est instaurée, qui s'est, je dirais, développée de monolinguisme autour de l'anglais depuis une vingtaine d'années. Hein. Et à l'opposé, on peut avoir une conception plurilingue. Alors bon, c'est peut-être sur le papier un tout petit peu, même dans la pratique, c'est peut-être un petit peu compliqué à faire, et ça peut être extrêmement fructueux aussi. Et dans cette optique d'un plurilinguisme appliqué aux institutions, évidemment, l'intercompréhension a une certaine place. Elle n'occupe pas toute la place, je le rassure tout de suite. On ne peut pas tout faire avec l'intercompréhension, mais en tout cas, elle est censée avoir une place tout à fait réelle. Hein, et je ne vais pas développer là-dessus, mais donc c'est les trois dimensions qui font que l'OEP s'intéresse de très très près à ce sujet-là. Donc je vais laisser passer. Alors maintenant, je te passe la parole. Un petit point d'organisation. On a conçu cette réunion sur le schéma suivant. Premièrement, la recherche, puisque c'est la recherche qui a ouvert la voie dans ce domaine. Hein, et donc c'est ce qui justifie la présence de Jean-Pierre Chavagne, le président de l'APICAL, ici. Hein. Deuxièmement, puisqu'on s'interroge justement sur le développement en termes de recherche, développement, de recherche d'application, pour ce qui est de l'application de l'intercompréhension au domaine de l'éducation, que ce soit initiale ou continue, eh bien, il nous semblait qu'on devait demander à l'éducation nationale de nous donner le point de vue de l'intérieur de l'éducation nationale. Hein, un point de vue, et puis l'organisation, qu'est-ce qu'on fait, où on en est, au niveau de la formation des profs, comment ça se passe dans les inspections, est-ce que par hasard cette dimension-là est prise en compte ou pas, etc. etc. Et qu'est-ce que font sur le terrain véritablement les enseignants. Bon. Et puis, en trois, ce qui tout paraît assez logique, les partenaires privilégiés de l'éducation nationale, c'est évidemment les éditeurs. Bon, alors on n'a pas fait venir 3, 4, 5 éditeurs, hein, mais on s'est quand même adressé à Nathan, qui a eu la gentillesse de répondre positivement à notre appel hein, et notre invitation, hein, et qui est quand même un agent important, hein, quand même, important, c'est presque une méthode, n'est-ce pas, pour ce qui est de l'édition scolaire en matière de formation, y compris la formation aux langues, bien évidemment, initiale et continue, et en auto-formation, etc. Hein, donc, voilà. Et c'est pour ça que Mme Troyer est ici, là, et donc il manque un petit peu dans notre organisation quand même un maillon, parce que l'éducation nationale, hein, M. Jonas Euni, m'a annoncé malheureusement qu'il avait un empêchement de dernière heure, une mission qui lui est donnée, il va à Paris, hein, et à 48 heures du jour J, on n'avait pas les moyens de réagir. Hein. Voilà, donc Véronique, est-ce que toi tu as ton petit mot de Bruxelles, et puis on passera la parole à l'intervenant. D'une façon générale, il y a quand même quelque chose qu'on oublie souvent dans l'intercompréhension et qui pour moi est très très important, c'est l'attention aux autres. C'est-à-dire que quand on pratique l'intercompréhension, on est obligé bien entendu de se faire comprendre. L'interlocuteur cherche aussi à se faire comprendre et ça veut dire que les relations changent et sont beaucoup plus cordiales automatiquement parce qu'on essaie de se faire comprendre, de comprendre l'autre. Et c'est quelque chose de très très important dans l'intercompréhension.
surtout à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe en Europe, je pense que les peuples d'Europe auraient intérêt à essayer de se parler en s'écoutant, et l'intercompréhension oblige à s'écouter. Pour moi, c'est une dimension très très importante de cette pratique. Bon, c'est un peu à part, mais ça ne concerne pas les langues, mais quand même. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de volets dans l'intercompréhension. Moi, au départ, donc je ne suis pas du tout spécialiste. C'est peut-être un avantage. Je ne connaissais pas du tout l'intercompréhension. Je l'ai découvert par hasard et je n'ai plus arrêté parce que je trouve que c'est quelque chose de fantastique. Et donc, j'ai découvert que ça fait 30 ans, effectivement, qu'il y a des travaux. J'ai lu des centaines de pages. C'est des gens qui ont fait des recherches. Et puis, il ne se passe rien. Donc, je me suis dit, mais... Donc, à mon tout petit niveau, sans beaucoup de connaissances, j'ai fait un dossier sur notre site. Et je me suis lancée, éventuellement, c'est loin d'être terminé, dans des petites ressources comme ça. Mais naturellement, je préférais que ça se passe avec des spécialistes et des gens qui connaissent quelque chose, qui connaissent mieux que moi. Mais je pense qu'il y a... Alors, nous, c'est Bruxelles, c'était les institutions européennes. Après, il y a l'école. Il y a les touristes, ça peut servir à beaucoup de choses, et je pense que il faut essayer de faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas besoin de tout comprendre pour pratiquer l'intercompréhension, que voilà, ils peuvent très bien se contenter, puis aller plus loin après s'ils le veulent, d'être capables dans un pays étranger de lire un journal, de parler un peu, de comprendre ce qu'on leur dit. Après, ils peuvent comprendre, peuvent lire des journaux. C'est quand même très très bien de pouvoir lire des journaux dans des langues étrangères. Enfin, après, on peut lire des chefs-d'œuvre en version originale, mais chacun à son niveau. Il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup de façons de s'en servir. Et c'est là-dessus que je voudrais insister, parce que si on dit on va enseigner l'intercompréhension, ça devient tellement vaste que ça ne marche pas. Je pense qu'il faut peut-être cloisonner un peu, demander aux gens ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent, et puis le leur donner, enfin leur montrer comment le pratiquer. Donc nous, à Bruxelles, je voulais qu'on propose quelque chose aux gens des institutions, parce qu'à partir, par exemple, de textes de la Commission, du Parlement, du traité, enfin tout ce qu'on veut, pour leur montrer qu'ils peuvent très bien le comprendre sans avoir besoin de passer par l'anglais. Parce que l'anglais, c'est même, on dit la traduction, c'est très bien la traduction, mais c'est mieux que tout anglais, mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact, parce que quand on traduit toujours vers toutes les langues, bon, allemand, italien, espagnol, français, et puis après, toutes les autres langues, elles vont être traduites en passant par l'anglais, en fait. Donc on a exactement ça. C'est comme si on parlait anglais. À partir du moment où la traduction se fait en passant par l'anglais, elle n'a pratiquement pas d'avantage sur le tout anglais. C'est toujours l'anglais qui influe sur la façon de penser et sur la façon de concevoir. Donc l'intercompréhension, dans ce sens, c'est beaucoup mieux que la traduction, puisqu'on peut avoir le texte original, le comprendre, voilà, sans passer vraiment par l'anglais, pour de vrai, parce que sinon, on ne va jamais traduire tout dans les 24 langues, c'est impossible. Voilà, donc ça passera par l'anglais à un moment. Donc voilà, bon, alors je ne sais pas qui est allé... j'ai trouvé, je ne savais pas, j'ai trouvé Umberto Eco a dit la langue de l'Europe, c'est la traduction. Mais il a aussi parlé d'intercompréhension, je ne le savais pas, je l'ai découvert. Il y a la citation sur notre site, et voilà, il le dit, bon, c'est un petit peu long, je ne vais pas le citer, mais il le dit très très bien. Il parle de comprendre le génie culturel, historique des peuples, en comprenant, même mal, mais en comprenant leur langue. Et voilà, pour moi, c'est ça l'intercompréhension. On comprend l'autre, même si on ne comprend pas tout ce qu'il dit, on le comprend de l'intérieur. Voilà. Merci pour le néophyte, ça va.